Et je vous propose maintenant qu'on parle d'objets connectés, IoT quand on parle en anglais. Et je demande à me rejoindre sur ce plateau Éric Guérin, Antoine Coroller et Nicolas Lux. Et pendant qu'ils s'installent, je présente les excuses de Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, qui, pour des raisons que vous comprendrez sans doute assez aisément, est retenu à Paris, comme pas mal de parlementaires, dans l'attente de la suite des événements. Alors Patrick Chaise devait ouvrir cette table ronde pour nous dresser une sorte d'état des lieux des objets connectés, pour savoir de quoi on parle. Mais j'ai peut-être posé la question. Qui voudrait répondre? Nicolas Lux, peut-être? Un petit panorama des objets connectés? De quoi parle-t-on en fait? Qu'est-ce que c'est les objets connectés? Bonjour à tous, Nicolas Lux, en charge des services techniques au syndicat d'énergie. Alors, les objets connectés, c'est un terme générique, hein, c'est un objet qui communique avec généralement un concentrateur. Là, dans le cas d'usage d'aujourd'hui, du sujet d'aujourd'hui, c'est dans le domaine du bâtiment. Dans le domaine du bâtiment, on a tous des capteurs, hein, souvent notre chaudière. Il y a la prise de température, hein, ça permet de réguler la chaudière en fonction de la température extérieure et de la température intérieure. Donc c'est un objet. Jusqu'à présent, historiquement, il était filaire. Et de plus en plus, on a des objets connectés qui sont sans fil. C'est beaucoup plus pratique. Et ça permet de récupérer plein d'informations et de pouvoir justement piloter des équipements techniques pour optimiser la consommation, réduire généralement. Dans le domaine du bâtiment, c'est vraiment un outil qui est de plus en plus déployé parce que c'est des économies d'énergie très rapides et c'est un outil pratique. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Antoine Coroller. Vous êtes président du syndicat d'énergie du Finistère, le SDEF. Vous êtes également maire de Plourin-Ploudalmézeau. Plourin tout court. Plourin près de Ploudalmézeau. Et votre syndicat s'est lancé dans le déploiement d'objets connectés depuis quelques années. Et donc vous avez un développement important et vous allez d'ailleurs au-delà de votre seule mission initiale qui est celle de l'énergie. Oui, en fait, je signale qu'on n'a plus le retour télévision des diapositives. Alors, j'ai pas emmené de slide parce que tu m'avais dit qu'il fallait pas en emmener. C'est très sage, c'est une très bonne idée. Donc, on n'en a pas besoin. En fait, le SDEF a développé un projet qui s'appelle Finistère Smart Connect. Ça fait quelques années, ça fait à peu près 4-5 ans. On était un peu les pionniers à la maille départementale pour faire ça. Et en fait, c'est un petit peu en réaction par rapport à ce qu'on entendait, la ville connectée, il y avait Angers, Dijon, etc., qui étaient lancés dans ce challenge-là. Et donc, moi, je me dis, bon, on parle au niveau de la ruralité, de fracture numérique. Il ne faut pas que nous, au niveau des communes rurales, on soit également déconnectés de ces, justement, possibilités qui sont offertes aujourd'hui par les objets connectés. Donc, on a porté ce projet-là. Alors, on était les premiers à la maille départementale parce qu'en tant que président d'un syndicat départemental, je trouvais qu'on avait des usages qui étaient nos propres usages, notamment concernant l'éclairage public, qui permettaient de couvrir l'ensemble du département du Finistère. Et ma crainte, c'était effectivement que chacune des entités, que ce soit les EPCI, les communautés d'agglomération, développent leur propre réseau, auquel cas, effectivement, on n'aurait pas pu mutualiser un réseau public d'intérêt général pour l'ensemble des services qui peuvent être apportés soit par le SDEF, pour l'éclairage public en particulier, soit pour les communes ou les EPCI. Les EPCI, c'est par exemple la relève ou le taux de remplissage des bacs d'apport volontaire. Ça peut aussi être tout ce qui concerne la mobilité, notamment les passages piétons. Enfin, un certain nombre de choses comme ça qui pouvaient être effectivement mutualisées entre le SDEF et les EPCI. Alors nous, c'est vrai que l'éclairage public représente un gros parc, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 105 000 points lumineux qui sont dans notre parc, puisqu'on a de plus en plus de communes qui nous ont transféré la compétence. Aujourd'hui, c'est à peu près 222 communes sur les 269 qui nous ont transféré la compétence, dont certaines villes relativement importantes. La dernière, par exemple, qui vient de le faire, c'est Douarnenez. Merci. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin, Éric Guérin. Vous êtes président du syndicat d'énergie de l'Oise, le SE60. Vous êtes également adjoint au maire de Sampigny. Et vous, les objets connectés, c'est d'abord pour opérer la gestion technique des bâtiments.
Oui, tout d'abord, merci à tous, avant de tous vous perdre parce que vous aurez faim dans quelques instants. Merci à Jean-Noël de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer sur des sujets. Et on a toujours un petit problème avec l'écran autour. Bah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il le voit derrière quand il y aura. Et effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous tous, nous tous, puisqu'on est tous élus, cette gestion des bâtiments. Madame la maire, tout à l'heure, a été très juste parce qu'elle a dit on a déjà fait les économies sur l'éclairage public. Mais après, que fait-on? Parce qu'il faut continuer. Il faut continuer. Et donc, la deuxième source d'énergie, c'est la gestion des bâtiments. Et donc, c'est là où le sujet de ce matin est très intéressant. Parce que c'est là, dans la gestion des bâtiments, où il faut qu'on arrive à ce qu'a dit monsieur le directeur, c'est comment on adapte nos objets à nos bâtiments. Pour être simple, on l'a remis ici, c'est piloter, visualiser, suivre. Et je prends toujours l'exemple d'un pèse-personne, parce que quand on veut faire un régime, avec un pèse-personne, c'est pas le pèse-personne qui va vous dire, mais il va vous permettre de mesurer. Et donc c'est bien ça l'idée, c'est de mesurer et de piloter nos bâtiments qui vont nous permettre de faire ces économies. Un pilotage énergétique le plus fin, et on y reviendra après dans les questions que Jean-Marc nous posera, c'est bien réduire nos consommations d'énergie et avoir une consommation qui diminue et que notre budget soit le plus intéressant possible. Et puis bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, c'est respecter ces fameuses normes qui nous contraignent tous un peu. Alors, il y a un décret, BACS, et comme on parle beaucoup par acronyme, je l'ai noté, parce que tout le monde dit BACS, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Donc ça veut dire Building Automation and Control System. Vous avez vu mon accent, il est de Sampigny. Il n'est pas de Bretagne, mais tout va bien. Mais l'idée, vous le voyez bien, c'est de contrôler encore, améliorer le confort de nos utilisateurs, parce que vous l'avez tous dit dans vos interventions, que ce soit les enfants ou à l'EHPAD, on a besoin de piloter et de mesurer. Donc il faut faire ça, et puis on y reviendra. Mais c'est ensuite, bien sûr, ajuster notre besoin au fonctionnement. On y reviendra dans des questions parce que vous verrez notre retour d'expérience à Antoine ou à moi, c'est bien ces choses-là qui sont importantes. Est-ce que tout le monde est à l'aise si on poursuit la conférence en anglais? Yes. En breton. En breton. Kenavo. Même pas. Bon, Irmat alors. Pour ceux qui connaissent, on est dans le pays du vin. Hein. Voilà, c'est pour l'apéro. Je t'en prie, Jean-Marc. Nicolas Lux, c'est une question que vous vous posez au S2Y également, celle de la gestion technique des bâtiments. Oui, tout à fait. Dans le contexte, effectivement, les syndicats d'énergie, leur fonction première, c'est la gestion du réseau électrique. Hein. Donc on sait bien qu'il y a une volonté d'électrification des usages. On veut utiliser le plus possible le vecteur électrique. Hein. Et donc on ne pourra pas indéfiniment augmenter la section des réseaux électriques. Hein. C'est une équation économique, hein, ça va coûter de plus en plus cher. Et il faut utiliser d'autres leviers. Et les leviers, c'est la sobriété. On l'a vu pendant le Covid, hein, la baisse des consommations d'énergie a été quand même significative. Et il y a le levier de l'efficacité énergétique. Et la gestion du bâtiment, technique du bâtiment, c'est le levier de l'efficacité énergétique qu'il faut activer. C'est hyper important. C'est important d'une part parce que l'obligation réglementaire, elle arrive, mais c'est hyper intéressant parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la gestion technique du bâtiment, c'est un superbe outil. C'est un superbe outil. Les collègues vont en parler. On peut faire des économies d'énergie très importantes avec des coûts d'investissement relativement modestes. Le SDE, jusqu'à présent, il a utilisé le levier de l'éclairage public parce que ça permettait de faire des économies d'énergie très importantes pour les communes. Et il y a un cas d'usage numéro 2, c'est la gestion technique du bâtiment, avec toujours la même philosophie, investir, mais derrière des dépenses de fonctionnement qui vont baisser fortement et des émissions de gaz à effet de serre également. Par contre, la GTB, il y a beaucoup d'écueils, en quelque sorte. C'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup de travers. Et donc c'est là qu'il faut être super précis et il y a beaucoup de travail de conception à avoir en tête. Le constat, il est sans appel à l'heure actuelle. Qu'est-ce que c'est les écueils et les travers? On va le déflorer après, dans les prochaines slides, mais ce qu'on peut constater, rien que l'état des lieux, c'est qu'il y a déjà peu de bâtiments en France qui sont équipés de gestion technique du bâtiment. Et sur le peu de bâtiments qui sont équipés de gestion technique du bâtiment, elles sont généralement peu exploitées ou carrément à l'abandon. Et ça, c'est terrible, parce que c'est l'outil le plus efficace dans le domaine du bâtiment pour faire des économies d'énergie. Et donc là, il y a un véritable défi
pour réussir, dans les années à venir, à faire en sorte que cet outil qui est indispensable, il devienne simple, utile, et que les maîtres d'ouvrage puissent s'en saisir. Une petite commune, une interco, et que ce ne soit pas un outil de geek qui soit hyper technologique. Et c'est ça l'enjeu majeur, et je pense que les structures comme les syndicats d'énergie ont un rôle à jouer sur cette dédramatisation de l'outil et de le rendre accessible à tous. Voilà. Qu'est-ce que c'est cet outil d'ailleurs, parce qu'on en parle, qu'est-ce qu'il faut déployer comme capteur, comme... Alors, en termes d'infrastructure, si on fait très simple, c'est ce qu'on appelle un automate. C'est un organe avec un petit processeur. On intègre des codes et il va piloter des équipements de chauffage, ventilation, climatisation à partir de données intérieures, de présence, de température souhaitée, d'horloge de programmation, de qualité de l'air intérieur. Et donc cet outil-là, il est autonome, on lui rentre les règles, et derrière, il se gère tout seul. Donc c'est l'intérêt. Par contre, il faut trouver un outil adapté, simple, et qui communique facilement avec plein d'équipements techniques. Parce que vous voyez bien, dans un bâtiment, vous allez rajouter une clim par-ci, d'une certaine marque, une chaudière d'une autre marque, et tout ça, c'est des produits différents, qui n'ont pas forcément les mêmes programmations, et donc il faut trouver quelque chose qui communique facilement avec tous ces organes et qui ne nécessite pas des milliers d'euros de programmation pour faciliter les communications entre eux. Parce que sinon les coûts ils explosent et derrière il n'y a plus de retour sur investissement et on est obligé de faire appel à des spécialistes en permanence et c'est ce qu'on veut éviter. Éric Guérin, je vous vois approuver. C'est comme ça que ça se passe également chez vous? Ça se passe comme ça. Et effectivement, je rejoins complètement Nicolas, c'est cette simplification, cette industrialisation qu'il faut avoir dans notre réflexion. On vous a mis quelques éléments, nous, sur le retour d'expérience que l'on a. Depuis 2017, on a équipé presque une centaine de sites. Et vous voyez, ça va du groupe scolaire à la mairie, à la salle des fêtes, avec des surfaces moyennes, comme vous le voyez. Mais c'est bien ça, c'est le gain. Et c'est surtout cette mutualisation des coûts qu'on doit avoir, parce qu'on est tous élus, on a tous des écoles, on n'empêchera jamais une personne de sortir d'une classe et d'oublier de fermer la lumière ou de descendre la programmation. Et ça, c'est bien le rôle des automates que l'on a et que l'on a mis à disposition de justement accompagner ce petit oubli, mais qui au bout du compte fait, vous le voyez, le gain sur la facture énergétique. Quand vous économisez 5 000 €, vous le disiez tout à l'heure, sur votre petit budget, les choses sont très rentables. Donc c'est bien ça, et puis c'est surtout qu'il faut que Nicolas l'a dit, c'est qu'au niveau des coûts d'investissement, c'est quand même un point très important, c'est que, vous le savez tous, vous devez rénover le bâti d'un bâtiment public, ça va vous coûter des sommes phénoménales, 2-3 millions d'euros, tandis que sur une GTB, c'est 10 fois moins cher. Le coût d'un automate, c'est peanuts, c'est 2 000 € quand vous avez 2 millions à rénover votre école, il n'y a pas photo. Et avec des gains que vous allez voir sur le long terme. Comment ça se fait que ce ne soit pas généralisé si c'est aussi peu coûteux et efficace? J'ai une maxime ou un mantra qu'on m'a déjà entendu dire, c'est que le coût de notre inaction coûtera plus cher que nos actions. C'est parce qu'on ne passe pas à l'action. On a tous les éléments. On a tout dans les boîtes, mais malheureusement, il y a ce petit coup de pouce qu'il faut. Alors, on l'a eu sur l'éclairage public, vous le disiez tout à l'heure, et on est passé en LED. Demain, je pense que le grand chantier, pour nous élus qui n'avons plus d'argent, et il est parti, tant pis, il le disait tout à l'heure, l'argent public est rare et cher, et malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer à avoir des milliers d'euros de subventions. Donc, il faut faire simple. Il faut piloter et il faut vraiment intégrer ça dans un plan stratégique global parce que c'est cette mutualisation de tous nos moyens qui va nous faire sortir un peu plus grand de ce sujet-là. Antoine Corler, j'aimerais bien vous entendre également sur les enjeux financiers de ce déploiement d'objets connectés et peut-être de manière assez pragmatique, le coût du déploiement pour votre syndicat, le coût des stations, de la gestion, avoir une sorte de vision un peu globale de ce que ça coûte, la politique que vous avez mise en œuvre et le retour sur investissement qu'elle permet. Alors,
je n'ai pas tout à fait... Si je réussis à ouvrir mon smartphone, je trouvais... Globalement, alors, nous, on a bénéficié de subventions. Je suis désolé. Mais je pense qu'au départ, on a besoin de subventions. On ne va pas s'excuser d'avoir des subventions non plus. Hein. Mais on essaie quand même de trouver un système équilibré, parce qu'on sait que les subventions ne soient pas pérennes. Mais qu'au départ, comme on était un peu les pionniers, on a bénéficié du dispositif d'aide au niveau de la Banque des territoires, qui était relativement important, puisque globalement, on était à 50% de subvention. Alors, on a en fait aussi on a voulu avoir un système qui est complètement propriétaire. On ne voulait pas non plus être captif des différents opérateurs. Donc, ça suppose effectivement de créer notre propre réseau, notamment de collecte de données, les serveurs, le stockage des données, etc. Donc, tout ça, ça coûte également beaucoup d'argent. Et par contre, on a absolument voulu que ça soit, pour conserver cette souveraineté des données, avoir également un haut niveau de sécurité. Parce que là, avec aujourd'hui ce qu'on voit, et notamment les attaques qu'on peut avoir au niveau des serveurs, etc., il fallait absolument qu'on protège au maximum les données. Donc, c'est un petit peu les objectifs sur lesquels on s'est fixé. D'ailleurs, nos données aujourd'hui sont hébergées dans un centre de données à Brest, donc c'est quand même vraiment en Bretagne. Donc voilà. Après, les coûts, on établit avec les communautés de communes, puisqu'on a fait cette approche-là. On a payé une étude avec un cabinet comptable expert national. Et en fait, le système qui nous était proposé ne nous convenait pas de faire payer aux capteurs, etc. Parce qu'on s'est dit, c'est pas pérenne, puisque au capteur, chaque fois qu'une commune souhaitera mettre un capteur dans son école, ça va lui coûter 5 ou 10 ou 20 euros par an en fonctionnement. Donc, on est parti du tout sur un dispositif complètement différent, où on sait qu'on a un coût par passerelle, on sait qu'on a un certain nombre de coûts pour le stockage, etc. Et on divise en fonction donc, du coût que ça représente par EPCI, puisqu'on a fait une approche où on ne voulait pas contractualiser par commune par commune. On s'est dit, il y a le bloc communal qui comprend l'EPCI et la commune, et ensuite il y a ce qui nous service au niveau du SDEF, et notamment pour l'éclairage public. Donc le SDEF prend la moitié à peu près à sa charge, et le reste est réparti entre le bloc communal, et charge ensuite à chaque commune, à chaque EPCI de trouver l'accord, soit certaines communautés de communes, je prends par exemple le cas de Saint-Paul-de-Léon ou Morlaix Communauté, sur lesquels on est en train de contractualiser actuellement, ils décident, c'est la communauté de communes qui prendra en sa charge la totalité du bloc communal. Alors c'est epsilonesque, c'est pas très très cher, et ça permet de ne pas faire payer en fonction du nombre de capteurs. Et donc les usages que l'on peut offrir, c'est effectivement la gestion des bâtiments, comme tu l'as dit Eric. On a fait poser à peu près, il y a 500 capteurs actuellement qui sont posés dans les différents établissements scolaires ou mairies ou établissements qui reçoivent du public, comme les salles de fête, etc. Et puis, donc, on a aussi, bien sûr, toute la plateforme qui est effectivement avec la visualisation, les alertes qui peuvent être données. Donc, tout ça, c'est mis en place. Alors, on a effectivement quelques soucis, parce que je crois que c'est pas si évident que ça. Ici, dans Lyon, on est sur un territoire relativement plat. Les ondes passent bien. Mais en Bretagne, il y a un relief, ou dans le Finistère, un relief parfois un peu particulier. Donc, on voit bien que les capteurs ne sont pas dans le champ de vision justement de l'antenne. Donc, il faut parfois renforcer justement cette technologie. Les études de couverture qui sont faites, au départ, elles étaient faites essentiellement pour la téléphonie mobile. Mais ici, comme on est sur du bas débit, donc ce n'est pas du tout les mêmes couvertures qui se font. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui demandent à être approfondies. Aujourd'hui, on arrive effectivement à avoir une bonne maîtrise de tout ça, mais je pense que heureusement qu'on a développé au niveau du syndicat une expertise, parce que les entreprises vous vendent n'importe quoi, ça marche toujours sur les étagères, mais dans le concret, on en est vraiment très très loin. Donc ça, c'est vraiment une veille sur laquelle j'attire votre attention, qu'il faut qu'on ait une expertise au sein de chacun des syndicats qui développent un réseau IoT, parce que sans cette expertise-là, on vous vend un peu n'importe quoi, sans être assuré que ça va fonctionner.
On a eu une première expérience un peu désastreuse par rapport à ça. Et aujourd'hui, au niveau du syndicat, on a quand même des spécialistes qui, effectivement, tiennent la dragée haute par rapport à aux marchands qui nous vendent n'importe quoi. Et aujourd'hui, on voit des entreprises, des grosses boîtes, marchands d'illusions connectées, qui effectivement disent on sait faire, mais non, on ne sait pas faire si bien que ça. Dans le cas concret, quand il faut relever le compteur d'eau qui est dans un citerneau, qui est parfois dans le jardin, c'est pas si évident que ça si la couverture radio n'est pas bonne, quoi. Donc voilà, aujourd'hui on est à peu près à 8-9 000 compteurs d'eau connectés ou connectables, parce qu'il y a plusieurs qui sont en déploiement. On a une accélération, notamment pour les compteurs d'eau, parce que les EPCI, qui sont souvent en charge de la gestion de l'eau et de l'assainissement, il y a une orientation au niveau de l'Agence de l'eau Bretagne pour effectivement favoriser le déploiement des compteurs connectés. Et ça arrivera rapidement où effectivement l'ensemble des compteurs seront connectés, parce que ça évite un certain nombre ça surveille les fuites, ça évite aussi les relevés qui sont parfois pas faits, avec des gens qui ont des portails partout, qui travaillent et qu'on ne peut plus relever si on n'a pas un système automatique. Donc voilà, c'est une orientation qui a été faite au niveau de la Bretagne. Donc ça, on a un fort développement là-dessus dans les contractualisations qu'on a donc avec les EPCI. Mais du coup, si vous voulez, comme le réseau est mutualisé, le stockage est mutualisé, en fait, ça ne coûte pas cher du tout aux collectivités qui, effectivement, assurent ces services-là. Et que vous ayez 1000 compteurs connectés dans la ville, ou que vous ayez, là, par exemple, on est sur Morlaix, où il y aura peut-être 15 000 ou 20 000, là, c'est pas au compteur qu'on paye, donc c'est très intéressant. Et ensuite, on a les API, les applications qui vont directement avec des connecteurs qui vont sur l'application de facturation et pour les différentes collectivités qui pourront être soit en régie directe, soit avec un fermier, donc de façon à pouvoir effectivement garder la donnée chez nous et n'est pas chez l'opérateur. On va y revenir dans un instant sur la question effectivement d'avoir une certaine autonomie et une souveraineté dans nos données. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, Monsieur Marcy, donc de la société A+ Objectif, donc intégrateur, qui s'occupe justement de la connexion des bâtiments. Et je voulais revenir sur ce que disait monsieur, c'est tout à fait important que les propriétaires des bâtiments aient une connaissance de leur GTB. Moi, je gère actuellement l'hôpital de Nevers, et l'hôpital de Nevers, ils sont autonomes sur tout ce qui est leur GTB. C'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par moi pour tout ce qui est intégration, mais après, ils prennent une part entière sur le développement de l'hôpital. Et ça fait faire des économies sur le temps, parce que justement, s'il y a un capteur qui est HS, ils peuvent le remplacer eux-mêmes sans avoir à faire appel à un intégrateur. Et surtout, ils ont une notion sur l'évolutivité de leur bâtiment. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a actuellement, comme vous l'avez dit, 2 décrets. On a le décret BACS et le décret tertiaire. Le décret BACS est un décret de moyens, et le décret tertiaire, c'est un décret de résultats. Et les deux sont liés. Si on répond au décret BACS, on répond à pratiquement 80% au décret tertiaire. Et c'est là où c'est important, dans tous vos projets, de vous faire accompagner, comme SDEI qui sont en train de développer ça, ou par des intégrateurs qui vont avoir une notion au-dessus entre les électriciens, les plombiers, les chauffagistes, pour remonter et coordonner toutes les données. Voilà, c'était juste pour faire un retour d'expérience. Merci. Je vois qu'il y a une autre question au fond de la salle. On vous passe un micro. On ne vous entend pas. Voilà. Manfredini Stefano de la commune de Doma. Je voulais savoir, en fait, l'IoT, c'est très intéressant. Le problème aujourd'hui, est-ce qu'il y a une standardisation pour qu'est-ce qu'on appelle les passerelles? Parce qu'aujourd'hui, il y a des différents standards pour que tous ces objets communiquent entre eux. Alors, si aujourd'hui on se lance avec un standard, demain peut-être il sera obsolète ou il ne sera plus reconnu par l'État parce qu'il change le standard. Aujourd'hui, il y a 2-3 grandes entreprises ou des alliances qui en fait ils s'y battent pour plus ou moins accéder à ces standards. Nicolas Lux, j'ai vu que les élus se sont dit « Ouh là là, c'est technique, on lui passe le micro ». Sur la question des standards et des passerelles, donc il y a 2 aspects à avoir en tête. C'est généralement pour des questions de sécurité, de cybersécurité, comme c'était abordé,
on privilégie souvent l'utilisation de la technologie mobile pour passer les informations depuis les gestions techniques du bâtiment vers les serveurs. Donc c'est de la 2G, de la 3G, donc on sait que la 2G, on a la problématique de l'arrêt de la 2G qui va arriver prochainement, et donc effectivement par rapport à ça, on peut être embêté effectivement par rapport à la communication de données, d'où l'intérêt de prendre des technologies plutôt 4G, 5G, ou les nouvelles normes qui permettent une pérennité dans l'envoi des informations. Et puis après, on a effectivement l'autre standard, c'est comment les équipements dans un bâtiment communiquent entre eux et avec l'automate, ce qui permet de piloter. Et là, effectivement, on a plusieurs protocoles, hein, mais le protocole qui est plutôt généralisé, c'est quand même beaucoup ce qu'on appelle le protocole LoRa, qui est quand même plutôt bien reconnu et qui permet quand même, qui est adapté à la typologie d'usage, parce que c'est des petites quantités d'informations avec des très faibles consommations d'énergie, et ça permet d'éviter d'avoir des piles à remplacer très souvent, et ça permet justement d'éviter des raccordements électriques de chaque capteur. Ils peuvent être à pile, et ils peuvent avoir des durées de vie entre 5 et 10 ans, ce qui permet quand même des substantielles économies d'énergie. Donc c'est plutôt la technologie qui est majoritairement reconnue et qui semble assez durable dans le temps. Voilà. Merci. Une autre question dans la salle? Alors si je ne vois pas de bras se lever, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce que vous avez soulevé, Monsieur Coroller, les choix technologiques qui doivent imposer à la fois l'interopérabilité, la souveraineté, c'est-à-dire que oui, je pense pour ne que pas ça, être prisonnier des fournisseurs, en voilà, quelque sorte, c'est c'est ça un l'idée. choix stratégique sur lequel effectivement j'avais mis tout mon poids. Alors je crois qu'on n'a peut-être pas dit, mais il faut quand même derrière avoir une vision politique et voir qu'est-ce qu'on veut. Comment on peut rendre effectivement un service à nos adhérents, enfin à nos membres, sachant que les syndicats d'énergie, en général, ils regroupent toutes les communes du département. Et donc cette vision départementale, à mon avis, elle est essentielle. Donc concernant l'interopérabilité, je crois que c'est effectivement, pour moi, c'est crucial. Et donc c'était un choix qu'on avait fait déjà quand on a lancé le projet donc en 2019-2020, parce qu'effectivement on voulait absolument, c'était un impératif dans les cahiers des charges. En fait, on a bousculé un peu l'écosystème parce que généralement tous les fournisseurs de capteurs, les fournisseurs de passerelles voulaient imposer leur propre système. Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est un petit peu changé. Dans nous, effectivement, on s'est basé sur le réseau LoRa, puisqu'il correspondait bien. On avait fait une étude, d'ailleurs, pour savoir si c'était le meilleur réseau. Alors, à l'époque, on commençait à parler du LoRaWAN. Ce n'était pas encore généralisé. Bon, aujourd'hui, tout le monde, toutes les collectivités qui se lancent dans un projet IoT ont une base, effectivement, à LoRaWAN. Et ensuite, les passerelles sont reliées, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, avec des cartes SIM pour, effectivement, aller sur les serveurs. Donc, alors c'est vrai que les usages peuvent être différents. C'est sûr que pour faire la vidéosurveillance ou la vidéotransmission, enfin, on ne peut pas utiliser le LoRa. Le LoRa, c'est intéressant pour quand il n'y a pas trop de données à transmettre. Donc voilà. Donc la souveraineté, effectivement, c'est un choix important. Après, effectivement, ça suppose d'avoir effectivement pouvoir avoir nos propres serveurs hébergés dans des lieux sécurisés. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est le cloud, souvent, ils sont sur des hébergeurs qui ne sont pas obligatoirement en France, sur lesquels, effectivement, vous avez des grands opérateurs qui proposent peut-être des coûts moindres que ce que ça pourrait nous coûter. Mais les données sont captées par les Américains, par les Chinois, etc. Et ça, c'est vachement dangereux, à mon avis, parce que nos données doivent rester complètement internes, confidentielles. Et ça, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui, à mon avis, au niveau des collectivités. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être encore plus dangereux de mettre sur des clouds internationaux tous nos données, puisqu'effectivement, l'intelligence artificielle ira les pomper là où il les trouve, et il va les trouver plus facilement dans les serveurs qui ne sont pas propriétaires de nos structures. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc pour moi, c'était un impératif concret et sur lequel, effectivement, c'était la base même de notre attribution de marché. Et aujourd'hui, on a développé en interne une expertise qu'on n'avait pas au début. Mais je pense que un des conseils que l'on peut donner, c'est ça. C'est d'avoir une expertise en interne pour pouvoir ne pas faire des mauvais choix à un moment donné. J'ai posé la même question dans l'ordre à Nicolas Lux et puis Éric Guérin. La question de la souveraineté, de l'interopérabilité, comment on la gère ? Oui, alors d'une part, effectivement, il y a un point crucial à avoir en tête.
D'après moi, c'est vraiment le temps de réfléchir à l'architecture du système. Ça, c'est du temps de conception, mais si on rate cette phase-là, on est fichu, parce que derrière, ça conditionne tous les investissements sur 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien s'entourer. Il faut passer du temps avec les autres syndicats, à échanger pour voir un peu les retours d'expérience. Et ça, c'est crucial, parce que sinon, c'est dépendance à un produit, dépendance à une marque, des frais de fonctionnement derrière qui explosent. Et ça, c'est l'étape à pas louper. Voilà, ça c'est le premier point. Après, il y a la notion effectivement des serveurs, de la propriété des données et la notion plus largement de la supervision. C'est-à-dire que logiquement, quand vous avez une gestion technique du bâtiment ou que vous gérez par exemple l'éclairage public, vous avez une plateforme sur votre smartphone ou sur un ordinateur qui vous dit un petit peu où on en est au niveau des capteurs, ainsi de suite, des données. Ça, c'est un peu la plateforme, la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, il y a du stockage, il y a de la donnée, il y a des serveurs et tout ça. Ça nous paraît crucial de maîtriser cette composante-là, c'est-à-dire d'être en mesure d'héberger en propre ces données, et de pouvoir valoriser les données au bénéfice des collectivités et pas que les privés s'en servent pour générer des services payants. Ça, c'est impératif. Et là, l'échelle départementale, par exemple, est assez intéressante parce qu'il y a des enjeux de mutualisation très importants, parce que les privés, les opérateurs peuvent vendre très cher ces services de supervision, d'hébergement, et le fait de l'internaliser et de le mutualiser à l'échelle des collectivités d'un département permet drastiquement de réduire les coûts liés à ce service. Voilà. Et puis il y a un autre enjeu aussi sur la souveraineté et ces choses-là, c'est, j'aurais tendance à dire que sur la vision long terme, il faut bien avoir en tête que c'est bien d'avoir un super équipement, mais derrière, au quotidien, il faut assurer le SAV. Voilà, c'est un peu comme quand vous allez voir le médecin une fois par an, vous avez un check-up, ainsi de suite. Là, potentiellement, vous avez un outil, c'est comme si vous étiez dans une chambre d'hôpital et que vous aviez des indicateurs de partout. Donc il faut faire un service, quelque chose de simple, efficace, mais tout de suite, ça vous permet d'identifier une dérive. Mais ça, les élus locaux, on ne peut pas vous demander au quotidien d'avoir le nez là-dessus continuellement, c'est pas possible, vous avez tellement de choses à faire. Et l'idée, c'est potentiellement, structure départementale, un syndicat par exemple, il peut y avoir, avec les économes de flux, nos conseillers d'énergie partagés, un suivi du monitoring pour vous aider, vous accompagner sur la gestion, identifier les dérives, éviter que l'école le lundi matin, il n'y ait pas le chauffage après une rentrée scolaire, ainsi de suite, c'est la cata. Tout ça, c'est des choses qu'on peut suivre au quotidien. Et là, il y a une véritable valeur ajoutée. Vous avez une slide, par exemple, là, d'un extrait de la FNCCR, justement, d'un groupe de travail qui a été mené là-dessus. L'idée, c'est de faire simple, une interface simple, smartphone par exemple, accessible facilement, et puis des données basiques, mais qui vous permettent clairement de suivre, avec également des remontées quand il y a des pannes. Voilà. Il ne faut pas non plus avoir des choses hyper poussées, parce que la complexité, ça a un prix. La simplicité, c'est hyper intéressant, mais c'est dur à mettre en œuvre, d'où le temps important à concevoir tout ça. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Éric Guérin, je voudrais vous poser la même question. Interopérabilité, souveraineté, comment votre syndicat a appréhendé ces questions-là? Alors, vous avez un exemple avec UC Daroc, qui sont nos collègues de l'Aisne, mais pour faire court et avancer... Ça doit être une des diapositives suivantes. Avancer et vous donner les clés de la réussite, c'est avec les collègues, ce qui a été important, c'est... N'oubliez pas que sur cette souveraineté, il faut que vous ayez une infrastructure qui soit ouverte. Ne vous enfermez pas dans des systèmes trop compliqués. La personne qui a parlé du système de l'hôpital, c'est criant. Si vous n'avez pas la main sur cette simplification, vous n'y arriverez pas. Voilà. Ça c'est le premier truc. Et puis, pour conclure, la bonne chose, c'est de se dire qu'il faut le bon outil au bon endroit. C'est pas la peine de monter. Alors il y a des gaziers dans la salle, une usine à gaz. Je leur en veux pas, mais vous êtes un ancien gazier. Non, mais c'est le bon outil au bon endroit pour avoir une architecture durable, comme l'a dit Nicolas. Et puis j'avais noté un Italien, Léonard de Vinci, qui avait dit la simplicité, c'est la sophistication suprême. Donc faites simple et vous verrez, vous rendrez les services aux collectivités. Ça, c'est important. Gardez le micro, parce que, je sais pas si gardez le micro,
Vous m'entendez? Je garde. Oui, Je ok. garde. Moi, je m'entends plus. Parce que vous parlez de la maîtrise Oui. de l'infrastructure. Ça suppose quand même un pilotage interne Oui. assez complexe. Et donc, en termes de ressources humaines, comment on appréhende ça? Est-ce qu'on trouve facilement fait. des ingénieurs qui maîtrisent non. ces dispositifs? Non, c'est comme Est-ce l'argent qu'ils public, est-ce qu'ils c'est rare adorent et la cher. grille? Je suis désolé, mais quand vous avez la perle, bon, vous allez le garder un petit moment, voilà. Très important, et c'est pour ça que je rebondis sur le fait d'avoir ces compétences-là au sein de nos syndicats, parce que ce sont des profils extrêmement rares. Parce que ce sont de nouvelles utilisations, ce sont de nouveaux objets, et puis ce travail en mode projet n'est pas forcément ce que l'on avait l'habitude de faire au sein de nos syndicats sur les grandes compétences que l'on avait du contrôle ou de l'éclairage public. Donc effectivement, Jean-Marc, c'est bien ça. Des compétences rares qu'il faut pouvoir avoir des profils numériques et énergétiques pour bien comprendre l'architecture et pouvoir proposer le meilleur service à nos adhérents, à nos collectivités, et puis surtout une synergie pour les mutualiser. Parce que c'est bien ça le but du jeu, c'est ce qui va marcher à un endroit, va pas forcément marcher à un autre, et c'est bien ça le rôle des syndicats d'énergie, pour aussi s'appuyer sur les compétences que l'on a en dehors de ces compétences rares dont j'ai parlé sur le numérique, les conseillers en énergie partagée qui connaissent parfaitement les bâtiments avec les diagnostics qui ont été faits, ça garantira la pérennité de vos actions. Et puis c'est surtout, n'oublions pas, ça dimensionnera bien le sujet, parce que on n'a pas besoin d'un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, même si c'était son anniversaire hier. Mais voilà, il faut vraiment bien dimensionner nos compétences, nos besoins et travailler en transversalité. Voilà. Nicolas Lux, est-ce que vous êtes un profil extrêmement rare, ou alors comment pilotez-vous cette question au SDEY? Je suis un profil généraliste, hein. Justement, comme le disait Eric, dans ce métier-là, on fait de l'intégration, on fait de l'informatique, on fait de la domotique, et donc c'est des profils qu'on a plus tendance à retrouver dans les domaines des entreprises, de chauffage, ventilation, climatisation. Donc c'est des profils rares qui sont souvent demandés sur le marché, et donc ça pose la question effectivement de comment on arrive à coopérer différemment dans la sphère publique, entre syndicats, éventuellement avec la fédération, la FNCCR, et puis éventuellement à l'échelle d'un département, entre les différentes structures à taille départementale, les syndicats des eaux, les syndicats d'énergie et le département. Il y a un enjeu à la fois, ça impose de repenser notre manière d'agir et de réfléchir et de coopérer, parce que par exemple, l'expert en question, on n'arrivera peut-être pas à l'avoir dans Lyon, alors on l'aura peut-être dans un autre syndicat. Et comment on arrive à se dire, on se partage un petit peu cet expert-là entre nous, ainsi de suite. Il y a tout ça ça re-questionne notre façon de faire et d'aborder les politiques publiques. Voilà. Antoine Corolleur, vous avez trouvé aisément les personnes disponibles pour mettre en place votre politique de déploiement d'IoT? Alors, non, je pense qu'on a tous le même problème des ressources humaines à ce niveau-là. En fait, non, ils ont été beaucoup formés en interne, parce qu'on a effectivement comme on a un petit peu de recul par rapport à notre expérimentation et notre expérience, parce que je vous dis, on était un des premiers départements à l'échelle départementale. Donc aujourd'hui, non, on a une expertise interne, mais effectivement qui a été formée aussi un peu, comme on dit, sur le tas, avec quand même un bon niveau de connaissance aujourd'hui qui fait qu'on maîtrise tout ça. Donc je crois que c'est important, à mon avis, d'avoir, on l'a dit, d'avoir ces experts-là qui soient des généralistes, mais tout en étant dans le concret tous les jours, quoi. Ça, c'est vraiment essentiel. Je pense qu'au niveau des économies que l'on peut faire, souvent l'attente des communes, d'abord c'est ça, c'est faire des économies. Je prends un exemple, à Ouessant on a mis des capteurs et on s'est aperçu que l'école restait chauffée du vendredi soir jusqu'au lundi matin et du mardi soir jusqu'au jeudi matin. Donc ça faisait des consommations énergétiques énormes. Donc quand on a dit ça aux élus, mais disons, vous pourriez quand même faire des sacrées économies, ça c'est d'abord un truc qui parle aux élus. Tout à l'heure, Madame le maire parlait de ça aussi au niveau de l'éclairage public. Moi, je vois dans ma commune où on a aussi passé parallèlement avec des LED, la gestion intelligente de l'éclairage avec l'abaissement de puissance. On a une facture, alors qu'on laisse aussi allumer toute la nuit, on a une facture, moi j'ai à peu près un budget d'un peu plus d'1 million d'euros. La facture aujourd'hui, l'éclairage public, on est autour de 4-5 000 euros par an, quoi. Donc c'est quand même pas énorme, parce qu'effectivement, on a fait parallèlement à la télégestion de l'éclairage public, effectivement, relamping, enfin on a changé tout notre éclairage public, on est 100% LED.
On devait être une des premières communes aussi du département du Finistère. Et là, par exemple, on a des actions importantes au niveau du SDEF pour que les 105 000 points lumineux que l'on a, on sera à peu près à 75% de l'aide d'ici l'année prochaine. Et on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Intracting, sur lequel on a eu effectivement un effet phénoménal en termes de migration, si on peut dire, ou de remplacement de tous les lampadaires par effectivement de la LED. Donc je crois que c'est des opérations qui sont vraiment parlantes au niveau des élus, puisque effectivement on a concrètement sur le budget des communes, alors qu'on a connu l'envolée du prix de l'énergie et qu'aujourd'hui personne n'est à l'abri aujourd'hui de savoir comment ça va évoluer dans les années à venir, en finançant justement grâce à l'Intracting l'éclairage public sur une période qui est à peu près de 12 ans, on voit bien les économies substantielles que font chaque année le budget communal, et ça c'est bénéfique pour tout le monde. Et en même temps c'est aussi l'émission de rejet de CO2 aussi qui va vraiment est intéressante en termes d'impact global sur l'environnement. Donc voilà, je pense qu'on est un petit peu en anticipation, il faut des outils simples de pilotage, ça a été dit, et puis de remontée d'informations. Il ne faut pas que ce soit des usines à gaz, effectivement, parce que l'élu, souvent dans les petites communes, on a beaucoup de petites communes où c'est l'élu en charge des bâtiments, c'est le maire. C'est parfois les services techniques, mais pas toujours. Il y a des services techniques parfois où il n'y a qu'un seul agent. Donc il faut absolument des outils très, très ergonomiques, faciles et simples. Et on a l'impression que tout ce qui est machinerie à l'arrière, on s'en fout. Le principal, c'est que ça marche. Il nous reste 3 minutes. Donc sur les chapeaux de roue, je voudrais qu'on regarde un exemple concret du SE60. Et je crois qu'on a une diapo juste derrière. S'il envoie, oui. Je peux pas. Oui, comme il nous reste 3 minutes, je vais peut-être terminer parce que voilà, donc ça c'était une étude d'un cas concret d'une salle des fêtes comme on a tous chez nous. Et ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que la télégestion que l'on a mis en place, elle a permis, même si au débat il y a eu un investissement, mais quand vous voyez en bas le temps de retour que l'on a de 2-3 ans, aujourd'hui on s'en contenterait, et vous voyez les économies, on était parti très très bas, on était parti à une prévision d'économie de 15% en 2019, et puis aujourd'hui on se rend compte que l'on a fait avec beaucoup d'analyses et surtout beaucoup d'études, qu'on arrive à des économies de 30 à 40%, donc c'est essentiel. Il y avait un point sur lequel, pour terminer, enfin il y en avait deux, mais la technologie en ferme, elle coûte, ça, faut bien que vous en soyez conscients. On l'a dit, on l'a répété, si on prend des technologies qui nous enferment, à nous coûteront, ça c'est sûr. Et puis, la slide d'avant, pour vraiment terminer, c'était ce point pour dire que le sujet qui nous a pris ce matin, le mantra, c'est bien de dire piloter l'énergie, c'est piloter l'avenir, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas d'autre chose, mais avec moins de complexité pour plus d'efficacité, parce que quand c'est simple, c'est généralement quand même avec un bon rapport. Voilà, tu l'as dit, Jean-Luc. Merci, je voudrais qu'on termine avec le démonstrateur du SDEY en 1 minute 30. Oui, à peu près. Non, ça va être... Une démonstration rapide. Non, ça va être assez rapide. Alors, au sein du syndicat, actuellement, on est en train de tester la mise en place d'une gestion technique du bâtiment sur nos 3 bâtiments qui sont proches les uns vis-à-vis des autres. Et on fait un cas vraiment un peu spécifique parce que même si c'est le cas d'usage typiquement pour les bâtiments des communes, on pousse le système un peu plus loin avec des installations photovoltaïques en toiture, en ombrière, du stockage stationnaire et également des batteries et également des bornes de recharge. Parce que demain, le cas d'usage d'une commune, vous aurez votre gestion technique du bâtiment pour optimiser le chauffage, mais vous aurez probablement des panneaux sur votre toit et vous aurez probablement des voitures électriques avec une borne de recharge à proximité de la mairie, par exemple. Et cet écosystème-là, c'est important qu'au niveau du SDEI, on se projette sur l'avenir en recherche et développement pour pouvoir demain répondre à votre écosystème qui va devenir un peu plus complexe. Néanmoins, on a bien conscience qu'il faudra standardiser pour pouvoir massifier, et on a bien conscience qu'une commune, c'est une mairie, une école, des logements, des salles des fêtes, et derrière, il faut trouver des typologies standards optimisées pour que les coûts soient hyper compressés, et pour que derrière, vous ayez un équipement adapté à la réalité de votre bâtiment, et qu'on ne crée pas des équipements surdimensionnés, mais un minimum évolutif. Voilà, donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. En arrivant à convaincre également les ABF sur ces questions-là. Personne ne connaît.
le BAX, mais pas les ABF. Cette table ronde est à présent terminée. Je vous remercie.